Good morning to everyone. Bonjour à tous et à toutes. Sommes-nous prêts à commencer la 5e journée de cette audience? Nous allons commencer avec notre mini-ouverture. Pour la demanderesse, avez-vous quoi que ce soit à signaler ou des remarques à formuler? Le tribunal souhaite traiter 2 points. Avons-nous des nouvelles de M. Avidan? Et nous devons parler du planning pour la semaine prochaine. Sinon, bien sûr, nous nous en remettons à vous concernant les sujets que vous souhaitez évoquer ce matin. Monsieur Wolfson, nous voulions seulement soulever un point concernant Monsieur Avidan. Nous lui avons parlé. Il est prêt à comparaître devant le tribunal. L'équipe Mishcon m'a dit qu'il propose, lui en parler, de se rapprocher du Conseil de la défenderesse et essayer d'organiser le planning. Malheureusement, je ne peux pas vous aider en ce qui concerne le calendrier. Je crois que ce qui est envisagé, c'est que plutôt de bousculer le programme de la semaine prochaine pour les témoins pour la défenderesse, on envisage toujours jeudi, mais je pense que ce planning peut être traité par les interlocuteurs habituels. Et lundi, on devrait être en mesure de proposer quelque chose au tribunal. Mais pour l'essentiel, il est prêt à comparaître. La présidente, c'est en effet une bonne nouvelle. Je remercie la demanderesse d'avoir fait le nécessaire. Si la demanderesse peut confirmer pouvoir terminer le contrat dérogatoire des témoins pour la Guinée pour la fin de la journée mercredi, à ce moment-là, nous pourrions entendre M. Avidan jeudi matin. M. Wolfson, j'ai bien entendu ce que vous venez de dire et je ne souhaite pas du tout créer de difficultés, mais je ne serai pas moi-même chargé du contrat dérogatoire des témoins pour la Guinée. Donc, je ne puis confirmer combien de temps cela risque de prendre. Ce que vous avez dit, bien sûr, sera entendu par ceux qui préparent le contradictoire et j'espère que d'ici la fin du week-end ou lundi matin, nous serons en mesure de confirmer. Et je ne veux pas du tout nous restreindre en m'engageant à quelque chose ce matin, car je ne sais pas exactement de combien de temps les personnes chargées du contrat interrogatoire auront besoin. La présidente, actuellement, le temps alloué au contrat interrogatoire est plus long que cela. Vous pouvez vous consulter au long du week-end et voir comment, au mieux, vous organiser pour la semaine prochaine. Nous vous faisons entièrement confiance. Monsieur Wilson, je suis sûr qu'il y a moyen de s'entendre. La présidente, c'est tout ce que vous vouliez soulever ce matin? Monsieur Wilson, je voulais simplement vous rappeler respectueusement que la question du rapport Free est toujours pendante. Je ne sais pas si vous souhaitiez que je me prononce sur cette question. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais dit hier. Et je crois que la question repose entre les mains du tribunal. La présidente, oui, c'est ma compréhension également. Il est un peu prématuré pour nous de vous donner une décision, mais le tribunal se prononcera sur cette question. Cela dit, ceci ne devrait avoir aucune incidence sur l'interrogatoire de M. Ferreira. M. Wilson, oui, j'en conviens. Et à moins que vous souhaitiez me poser d'autres questions, j'en ai terminé pour ce matin. La présidente, non, c'est tout, j'ai terminé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous sommes ravis des nouvelles. Dan accepte de témoigner et espérons qu'on pourra trouver rapidement une solution pour l'emploi du temps de l'agenda. Aujourd'hui, nous allons entendre M. Ferreira, l'expert présenté par les demanderesses.
juste pour situer un peu son témoignage avant que mon confrère va commencer l'interrogatoire, il a donné un rapport portant sur le rôle d'un partenaire local dans un projet minier et la viabilité du projet de développement du gisement de Simandou dans les conditions actuelles du marché. La question de la viabilité du projet se rapporte, ou prétend se rapporter à nos demandes reconventionnelles. Et la Guinée, donc, je tenais, comme on n'a pas traité de nos demandes reconventionnelles lundi, je tenais juste à remettre le cadre de nos demandes reconventionnelles. On en a présenté deux. On a demandé une réparation du préjudice moral lié à la communication dommageable des sociétés BHR. Le témoignage de M. Ferreira n'a aucune incidence sur cela, et donc je ne vais pas traiter de ça aujourd'hui. Et on a demandé la réparation des préjudices économiques résultant de la corruption de BHR. Un point préliminaire, les sociétés BHR ne contestent pas la compétence de ce tribunal pour traiter des demandes reconventionnelles, donc ça ne pose pas de problème. Cela est expliqué dans notre contre-mémoire au paragraphe 11.29 à 11.31. Mais s'agissant des préjudices économiques résultant de la corruption, la Guinée a subi un manque à gagner énorme du fait du retard de la mise en exploitation des gisements litigieux qui résultent directement des agissements frauduleux de BHR. Le montant, bien entendu, le quantum des préjudices, c'est pour une seconde phase. Il n'y a aucun élément qui a été versé à ce stade selon l'accord des parties et les directions du tribunal. Mais donc simplement ce principe, s'agissant du gisement de Simandou, parce qu'il y a le gisement de Simandou et il y a le gisement de Zogota, la corruption de BHR a eu un impact énorme en ce qui concerne le gisement de Simandou. Il faut se rappeler quelle était la situation en 2008. On avait le retrait de la concession minière de Rio Tinto en raison d'une absence de rétrocession légale avant l'octroi de la concession de Rio Tinto. Et il n'est pas contesté. Pour la Guinée aussi, il y avait un grand problème. Ça a mené à un litige avec Rio Tinto, une rétrocession, une annulation de leur concession, suivie de longues négociations qui ont mené à un accord transactionnel en 2011. Mais, et aussi au milieu de cela, au lieu d'avoir une rétrocession négociée avec Rio Tinto, il y avait des négociations qui étaient entamées pour que Rio Tinto décide quelle partie de ces blocs, 1, 2, 3 et 4, il allait rétrocéder. Au lieu de faire ça, il y avait une rétrocession forcée par l'État qui a dit « Non, on reprend tout, on vous redonne les blocs 3 et 4 », et ils ont tout de suite redonné les blocs 1 et 2 à BHR. Et c'est cette interférence par BHR à ce moment-là qui a causé les problèmes sur les blocs de Rio Tinto. Si les sociétés BHR n'avaient pas commis de fraude, s'ils n'avaient pas fait leur protocole d'accord en 2006 en disant dès lors que des blocs deviennent disponibles, on reprend les blocs 1 et 2, et puis tout ce qu'ils ont fait pour pas simplement faire la présentation technique de M. Struck qu'on a vu hier, si BHR n'avait pas interféré à ce moment-là, les négociations avec Rio Tinto n'auraient pas été coupées court. Et Rio Tinto aurait pu faire une rétrocession qui était encore en accord avec ce qu'on appelait en anglais hier « their mining plan », leur planification minière. Et Rio Tinto aurait pu reprendre ses travaux tout de suite en 2008. Au lieu de ça, il y avait 3 ans de désorganisation
Et Rio Tinto a essayé de reprendre en 2011, après sa transaction avec l'État. Et on sait bien, et M. Ferreira en parle, les conditions du marché étaient beaucoup changées. En 2012, on n'était pas du tout dans les conditions de 2008. Les années 2008 à 2011 auraient été capitales pour développer le financement, le chemin de fer transguinéen, pas le chemin de fer transguinéen que BHR avait proposé, qui n'était pas du tout adapté à l'évacuation du minéral, mais le transguinéen que Rio Tinto devait faire, qui était un chemin de fer lourd qui aurait pu évacuer le minéral de fer de Simandou. Alors, les arguments présentés par BHR en défense sont totalement inopérants. Et c'est déjà traité en plus de détails dans notre réplique à partir de la paragraphe 472. Je serai bref ici. Selon leur expert, M. Ferreira, le projet Simandou ne serait pas viable. Mais il faut noter que ce que traite M. Ferreira n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, parce qu'il parle du fait que le projet ne serait pas viable dans les conditions actuelles du marché. Lui, il se place en 2015-2016. Ainsi, son rapport sur ces points n'a aucun intérêt pour notre affaire. C'est juste basé sur une mécompréhension de nos demandes reconventionnelles. Je noterai juste en passant que même à ce stade, la Guinée conteste, mais plus généralement, pas tellement pour cet arbitrage, que le gisement de fer de Simandou n'est pas viable. Il est totalement faisable même aujourd'hui. Pour être bref, il y a un énorme investissement, comme M. Struck a dit hier, d'infrastructures pour évacuer le fer, mais le travail de mine à Simandou est extrêmement facile parce que le minéral qui est d'une qualité exceptionnelle est au ras du sol et on peut presque juste y aller et prendre des hématites à 72% de fer, une teneur exceptionnelle. Comme cela. On conteste totalement leur plan minier, etc. Mais ça, on rentre dans les techniques passionnantes pour les passionnés de fer, mais pas tellement pertinentes pour ce tribunal. On a aussi le fait, si vous regardiez juste la presse récente, et dans le dossier, vous avez la pièce R569 qui y fait référence, que la société Chinalco, dont on a entendu parler aussi par M. Struck hier, il a dit que Chinalco avait un intérêt à l'époque et parler avec BHR. Chinalco, c'est dans la presse aujourd'hui, telle que la pièce que je viens de citer, négocie aujourd'hui, parce que même Chinalco aujourd'hui, dans les conditions de marché aujourd'hui, veut exploiter les blocs 1 et 2. D'ailleurs, on comprend mal pourquoi BHR aurait demandé à ce tribunal la restitution de ses droits miniers, si pour BHR aujourd'hui il n'y a aucun intérêt, c'est un projet qui n'est plus viable. C'est une contradiction flagrante entre ce que dit leur expert et ce que dit BHR. Mais de toute façon, ce n'est pas pertinent parce que notre position c'était que si BHR n'était pas agi frauduleusement en fin 2005, 2006, 2007, 2008 et par la suite, il n'y aurait pas eu de contentieux, il y aurait eu deux possibilités. Soit, si BHR était rentré en bon investisseur, sans se livrant à la corruption, plutôt qu'en remplant ses lacunes avec la corruption et la pression via la femme du président, etc., s'il s'était présenté comme bon investisseur en s'associant avec des compétences techniques supplémentaires, etc., tout le monde ici aurait été ravi. BHR serait un grand investisseur en Guinée
BHR dit elle-même que ce serait rentable, tout le monde aurait gagné beaucoup d'argent, y compris l'État, et ça aurait été parfait. Soit, si BHR n'était pas capable de se présenter sans la corruption, il y avait d'autres investisseurs, et il y a déjà beaucoup dans le dossier, sur le fait qu'il y avait d'autres qui s'intéressaient au bloc 1 et 2 dès 2008, et la situation aurait été parfaitement différente. La deuxième défense des sociétés BHR, j'en ai expliqué la première, la deuxième, et on peut passer très rapidement là-dessus. Pour BHR, si la Guinée a perdu quelque chose, c'est la faute de la Guinée parce que la Guinée a fabriqué les prétentions de corruption, les allégations de corruption dans cette affaire. C'est juste leur théorie de complot qui est leur défense, sur le fond, recyclée en disant que c'est même difficile à comprendre. Ils disent, même si on a fait de la corruption, il n'y a pas de perte parce que la perte est la faute de la Guinée qui a fabriqué les allégations de corruption. Ça ne devrait pas faire... on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus. On sait qu'il n'y a aucune preuve de toute façon de cette théorie de complot. Il est complètement absurde de penser que George Soros et le président Condé se sont mis ensemble pour repayer des personnes qui auraient vendu l'élection en 2010 au président. On a même vu hier qu'il y a des pièces dans ce dossier qui datent de 2009, qui expliquent très clairement la voie de corruption, la lettre de M. Ba, et l'idée que, d'une façon quelconque, que George Soros, le président Condé, sont intervenus en 2009 pour mettre en place toutes les pièces de corruption dans le dossier, en sachant qu'un an plus tard, je m'arrête là-bas. Finalement, un petit mot sur le gisement de Zogota, parce qu'on a parlé de perte de production en Simandou. Pour la perte de production en Zogota et le retard de production, c'est traité dans notre duplique très rapidement, les paragraphes 1040 à 1042. Pourquoi est-ce que c'est traité si brièvement? Parce que les sociétés BHR n'ont même pas pris la peine d'en parler dans leur réponse à nos demandes reconventionnelles. Ils ne contestent pas le fait qu'il y a eu un préjudice sur Zogota. BHR prétend qu'elle-même, elle aurait commencé une production en 2012. S'il y avait un investisseur de bonne foi, avec des vraies capacités techniques, on sait que ça aurait été faisable. Je noterai juste un dernier point. Si, je pense que j'ai déjà indiqué le premier jour, sur les demandes de mesures conservatoires qui ne sont pas encore quantifiées, des demandes reconventionnelles, si les demandes ne sont pas encore quantifiées en détail, on sait que ce retard dans la production, dans l'exploitation des gisements, simplement de Simandou, et sans compter les taxes, etc., mais simplement la participation de l'État, on est aux alentours de 750 millions à 1 milliard de dommages, de préjudices pour l'État. Si jamais M. Ferreira avait raison et qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre ça sur le marché parce que ce n'est pas viable, parce que pour nous, on a perdu peut-être 6 à 8 ans, mais ça devrait être capable d'être mis sur le marché avec 8 ans de retard peut-être. Mais s'il a raison, et ce n'est pas viable aujourd'hui, et l'État, en raison de la corruption de BHR, ne peut pas mettre ça sur le marché, il faut attendre encore 10, 20, 30 ans. Alors dans ce cas-là, M. Ferreira a fait la preuve du fait que les dommages subis par la Guinée sont beaucoup plus importants de ce que nous prétendons. Mais nous pensons heureusement qu'il a tort sur ce point. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à dire sur nos demandes conventionnelles avant de procéder au contre-interrogatoire de M. Ferreira. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Rien. Fine, so I think that concludes. La présidente, je crois que nous avons terminé avec les remarques liminaires, notre mini-ouverture, et nous pouvons commencer le contre-interrogatoire de M. Ferreira. M. Ferreira, voulez-vous prendre place, s'il vous plaît, à la table prévue pour le témoin?
Pardon, c'est juste pour vérifier qu'on a ces copies de dossier pour indiquer quand c'est des documents confidentiels, etc. On ne voudrait pas suspendre l'audience plus tard pour cela. Sorry, I'll switch into English. So, because the interpretation, either I misspoke or the interpretation. Monsieur Ostro, vous me laissez assurer qu'on a suffisamment de copies du classeur pour que nous, en suivant, on peut indiquer quand il y a des sections confidentielles et ne voulez pas introduire un retard par la suite du fait de devoir s'interrompre constamment. Good, are we ready to start? La présidente, pouvons-nous commencer? Du côté de la demanderesse, nous sommes prêts? Pardon, l'interprétation, je pense que c'était la question était pour la défendresse. Monsieur Ferrara, bonjour, merci d'être venu aujourd'hui et merci d'avoir bien voulu attendre hier. Pouvez-vous nous confirmer que vous êtes bien François Ferreira? Réponse oui. La présidente, à la lecture du rapport, est-ce que vous êtes toujours PDG de African Resources Holding? Réponse, non, je ne suis pas PDG. Je suis un investisseur dans cette entreprise. C'était un véhicule qui examinait de nouvelles opportunités. Je travaille actuellement sur le volet ressources et je conseille des clients. La présidente, est-ce que vous êtes président d'une société? Et réponse, oui, j'ai une société conseil. La présidente, comment s'appelle-t-elle? Réponse, elle s'appelle Alimax. La présidente, vous nous avez donné un rapport d'expert. Avez-vous votre rapport devant vous? Réponse, c'est une copie sans note. Réponse, oui. La présidente, vous êtes entendu en qualité d'expert dans cet arbitrage et vous devez faire une déclaration solennelle. Pouvez-vous nous confirmer que vous le comprenez en lisant la déclaration solennelle à l'intention des experts? Le secrétaire va venir vous aider et il y a une déclaration prévue pour les témoins et une déclaration prévue pour les experts. Veuillez lire celle qui est destinée aux experts. Can I read it? Yes, please. Le témoin, dois-je la lire? La présidente, oui. À haute voix, s'il vous plaît. Réponse. Je m'engage solennellement sur mon honneur et sur ma conscience à faire ma déposition en toute sincérité. La présidente, merci. Nous tournons maintenant vers Conseil de la demanderesse pour d'éventuelles questions. Monsieur Olson, pas de questions directes. Merci. La présidente, je me tourne maintenant vers la défendresse. Vous avez la parole. Mr. Schneller. Je vais procéder à l'interrogatoire de Volontiers. M. Ferreira. Good morning, Mr. Ferreira. Bonjour, Monsieur Ferreira. Je suis Jan Schneller. Je vais vous poser quelques questions sur votre rapport d'expert. Pourriez-vous vous reporter à la page 7 de votre rapport, s'il vous plaît? Au paragraphe 22 au 26, où vous parlez de l'utilisation des partenaires locaux. Et au paragraphe 25, plus particulièrement, vous dites qu'un nombre d'entrepreneurs ou facilitateurs avec des connexions locales faisaient des tours à l'époque en offrant certaines opportunités potentielles pratiquement dans tous les pays africains. Vous savez que la corruption était très courante en Afrique à l'époque, n'est-ce pas? Réponse. Non. Je n'ai pas de connaissance officielle de corruption, surtout dans les sociétés africaines à l'époque, autre que ce qui était allégué dans la presse.
dans l'ensemble de la région. Et pour être parfaitement juste, à l'international, la corruption est un des fléaux de notre époque. Question. Qu'entendez-vous par connexion locale? Réponse. Quelqu'un qui a une compréhension des opérations, du cadre juridique, de l'infrastructure, de la langue d'un pays donné. Question. S'agit-il de la personne que vous avez qualifiée d'entrepreneur ou facilitateur ou partenaires locaux? Réponse, ça pourrait être l'un ou l'autre de ces trois personnes. Les entrepreneurs qui sont engagés à des activités dans ces pays ou des entrepreneurs potentiels qui cherchent de nouvelles opportunités, qui disposent d'expertise, des gens peut-être qui disposent d'actifs eux-mêmes, ou même ça peut être des intermédiaires pour différentes catégories d'activités. Question. Donc, l'utilisation, vous parlez de l'utilisation des partenaires locaux, mais non pas des pratiques. Réponse, non, effectivement. Question. Vous savez que la corruption est souvent exécutée par ces ladies entrepreneurs ou facilitateurs. Réponse, vous pouvez répéter? Question. Vous êtes conscient que la corruption est souvent le fait des entrepreneurs ou facilitateurs? Réponse, non, je n'ai pas conscience de ça spécifiquement. Il y a toujours un peu de corruption, mais la corruption est exécutée à tout niveau de la société. Donc c'est en fait une sous-catégorie de la société. Ces personnes qui travaillent dans ce secteur ou qui y travaillaient à l'époque et qui donc avaient accès ou avaient des affaires avec ces personnes. Ça n'est absolument pas synonyme de corruption. Question. Et une société comme BSGR sait que la corruption est courante en Afrique et que l'utilisation de personnes locales est souvent similaire de corruption. Réponse, non, je suis en total désaccord. Il y a beaucoup d'entreprises qui se rendent en Afrique et dans d'autres pays d'ailleurs. Et j'ai travaillé en Europe de l'Est, en Europe centrale, en Asie. Il est triste de dire qu'il y a de la corruption à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Et BSGR, qui était une société qui se rendait dans une nouvelle région, aurait cherché la meilleure façon de travailler avec des partenaires locaux dans la dite région. Ils n'arrivent pas à l'idée qu'ils vont exploiter les pratiques de corruption. Ils y vont en tant qu'entrepreneurs. En tout cas, c'est mon expérience. Question, est-ce que vous connaissiez la situation en Guinée à l'époque? Réponse, je connaissais le potentiel minier. Je travaillais dans le domaine du minerai de fer au Congo, par exemple, à l'époque. Et la Guinée était des pays qui avaient un potentiel minéral très fort. Du point de vue des minerais ou de la géologie, la Guinée est un pays qui a beaucoup à donner. La bauxite, de l'or au nord potentiellement, de minerais de fer. Donc le potentiel existait. Et donc j'étais consciente de la Guinée de ce point de vue. Question, et vous n'étiez pas conscient de la situation politique et du fait que la corruption était rampante en Guinée à l'époque? Réponse. Il y a des allégations de corruption sur l'ensemble du continent où il y avait à l'époque, que ce soit la Guinée et la République du Congo, l'Angola et même en Afrique du Sud. Il est triste de dire qu'il y a toujours eu des indications dans la presse qu'il y avait de la corruption, ici ou là. Je n'étais pas particulièrement conscient de pratiques de corruption en Guinée. Les pays africains opéraient à l'époque et il était allégué qu'eux aussi, ça donnait à la corruption. Donc personnellement, j'étais mal placé pour le voir. Question. Et une société comme une BSGR, comment s'assurerait-elle que ces consultants locaux ne seraient pas impliqués dans des actes de corruption? Réponse.
je crois que ce serait difficile à déterminer, bien sûr. Aller dans un pays et trouver un partenaire fait que l'objectif premier, c'est de rechercher des personnes avec lesquelles on peut établir une relation qui permette de développer un climat de confiance. Et ce climat de confiance, c'est la façon dont ils vous traitent, mais aussi comment ils sont perçus. Comment il travaille avec les autres dans le pays lui-même. Donc, de ma propre expérience, j'allais dans les pays et j'essaie de tester potentiellement leur crédibilité en posant des questions. D'abord, je pose des questions au ministère des Mines, leur demande leur point de vue sur ce partenaire, s'ils en ont entendu parler, et j'essaye de trouver des références. Mais en dehors de cela, c'est très difficile à déterminer. Question. Donc, il faut évaluer avec soin le partenaire local. Réponse examiner avec soin, oui. Mais cela revient avant tout à voir s'ils peuvent vous aider à travailler. En tant qu'entrepreneur, vous ne vous rendez pas dans un pays avec un képi de policier. Vous allez en tant qu'entrepreneur pour essayer d'avoir un retour sur investissement. Pourriez-vous maintenant vous rapporter à la page 17 de votre rapport, s'il vous plaît? Au paragraphe 57, vous dites « Je vois à la lumière des paragraphes 208 à 217 du contre-mémoire de la Guinée que la Guinée suggère qu'il n'est pas crédible que Pencler, en tant que partenaire local, ait perçu 17,65% de participation dans BSGR Guinée BVI en tant qu'indemnisation pour avoir présenté BSGR à la Guinée et avoir aidé à monter ses opérations sur site en 2006. » Et la première phrase du paragraphe suivant dit « Je ne trouve pas que l'octroi de 17,65% de participation à Pencler ait été surprenante du tout. » Donc, ça n'est pas surprenant du tout, cette participation. Réponse non, ça ne l'est pas.
Vous dites ce paragraphe, je ne suis pas d'accord avec la Guinée, que le prix de 22 millions de dollars qui a été payé par BSGR pour acquérir les participations de Pentland dans BSGR Guinée BVI était disproportionné. Vous confirmez? Je confirme. Savez-vous que ces 22 millions de dollars payés pour acheter la participation de Pentland en BSGR Guinée a été négociée par M. Steinmetz. Réponse, je n'ai pas la moindre idée de qui a négocié cela. Celui qui l'a négocié, en tout cas, a fait du bon travail. Question. Donc, en tant qu'expert, vous examinez ce prix qui a été payé par BSGR, mais est-ce que vous avez examiné les services qui avaient été rendus par Pentland pour ce prix? Réponse. Je n'ai pas regardé les services rendus. Je ne pense pas néanmoins que ce prix corresponde à des services, prestations de services. Je crois que c'était pour acquérir, pour récupérer la participation de Pentland, lui racheter sa participation, en d'autres termes. Question. Oui, mais les actions ont été données gratuitement en échange pour des services. Réponse. Je ne suis pas certain dans quel état d'esprit ceci a été négocié à l'EPIC. Je vais vous parler de la pratique pour la plupart des projets auxquels j'étais impliqué à l'époque. Étant donné les faits, je pense que ça serait similaire. Les services étaient prestés et pour ces services, des honoraires étaient versés aux parties ou aux associés dans les différents pays, cela recouvrait les coûts, etc. Donc c'était une rémunération sur la base de ce qui avait été effectué. Mais au-delà de cela, il y avait souvent gratuitement des octrois de participation. Au moment donc de l'octroi de ces participations, il n'y avait aucune valeur attachée au projet. Et il est pratiquement hors sujet, si vous voulez, pas tout à fait, mais enfin, la taille de cet octroi initial, parce qu'au fur et à mesure que les choses avancent, la pratique faisait que les partenaires auraient besoin de participer sur un pied d'égalité. Les opérations étaient dures et les meilleures négociations du point de vue du partenaire local feraient que ce serait un intérêt non dilué qui serait typiquement aux alentours de 5%. Ça serait un bon négociateur de l'autre côté. Mais dans la réalité, l'effet dilutoire des partenaires locaux qui ne pouvaient pas contribuer au fil du temps se serait érodé et aurait érodé tout octroi de participation gratuite. Au moment où ceci a été fait, c'était l'œil du cyclone, en fait, dans ce secteur d'activité. Et les événements qui ont eu lieu immédiatement avant et qui sont renforcés par les études géologiques, en tant qu'entrepreneur, c'était vraiment le moment clé. Donc, racheter Pentland à l'époque a épargné à BSGR un énorme montant d'argent s'ils avaient eu l'intention de l'acheter plus tard. Question. Quelle était exactement la considération pour le montant qui serait versé par BSGR pour cette participation? Pouvez-vous répéter votre question? Qu'est-ce qui a été pris, qu'est-ce qu'attendait Pentland en échange pour ce paiement? Réponse, je ne pense pas qu'ils s'attendaient à quoi que ce soit, autre que d'annuler leur certificat, c'est tout. Ils rachetaient des participations. Question. Donc vous ne savez pas quels services ont été prestés par Pentland? Réponse, je ne pense pas que cette acquisition à laquelle je fais référence en 69 ait quoi que ce soit à faire avec une prestation de service. Ça a trait à l'acquisition ou au rachat de participation.
reporter là. L'onglet 4. C'est un accord entre Pentler et Mme Mamadi Touré qui a été signé le 20 février 2006, 6 jours après que Pentler ait reçu 17,65% de participation dans BSGR et Pentler a octroyé 5% dans BSGR Guinée à Mme Mamadi Touré. Donc, octroyé à peu près un tiers de sa participation dans BSGR Guinée à Mme Mamadi Touré. Est-ce que vous en aviez conscience? Réponse non. Ce document est en français à propos et je ne comprends pas bien le français. Je ne comprends pas le français. En tout cas, je n'en avais pas connaissance. On m'a demandé de venir ici en tant qu'expert sur l'évaluation. Donc, en ce qui concerne le contenu de l'affaire, je ne peux pas vous aider. Question. D'après la demanderesse, Mme Touré était protégée par le président Conté. Et d'après la défendresse, c'était sa 4e épouse. Elle avait 24 ans à l'époque et aucune expérience dans le secteur minier. Donc, quel type de service pouvait-elle fournir? Réponse, je ne peux pas vous aider. Question, est-ce que vous êtes certain que Pentler ne fournissait pas des services de corruption? Réponse, je répète, je n'ai pas la moindre idée de la relation entre Pentler, Mme Touré, Pentler, BSGR. Je n'étais pas impliquée, on m'a fait appel à moi pour donner mon avis, comme je le dis dans mon rapport. Question. Donc, comment pouvez-vous affirmer qu'il n'y avait rien de surprenant dans la rémunération Pentler si vous ne savez pas quels étaient les services rendus? Réponse. Parce que je savais ce qu'ils achetaient. Ils achetaient des actions dans quelque chose qui récemment avait été déclaré être potentiellement un gisement de 1,1 milliard de tonnes. Je ne sais pas s'il est possible de montrer à l'écran le rapport du géologue sur le terrain. Je crois en février 2008, Ian Branson. C'est l'annexe 3 de mon rapport. Question, peut-être qu'on pourra regarder cela plus tard. Présidente, oui, on pourra y revenir en redirect ou le tribunal pourra demander à voir ce rapport, effectivement, donc vous pouvez procéder. Le témoin. Donc, pour résumer, ils avaient découvert ce que les géologues, avec prudence, avaient estimé comme 1 milliard de tonnes lorsqu'ils se sont rendus sur le terrain en 2008, en février 2008, soutenus par des preuves aéromagnétiques et ce qu'ils avaient vu sur le terrain. Si je pense qu'il a été payé à Pentler, c'est-à-dire les 22 millions de dollars pour leurs 17% et que je fais le calcul, cela implique que le projet valait 165 millions de dollars à l'époque, d'après mes calculs. Au minimum, ce projet valait 300 millions de dollars à l'époque. Et s'ils avaient dépensé encore 10 millions en forage, je pense que ce projet, si ça avait été confirmé par le forage, était proche du milliard de dollars. Permettez-moi de terminer. Les personnes qui avaient accès à cette information en février 2008 ont vu une opportunité incroyable. Voilà comment je vois les choses. Si j'avais été à leur place, j'aurais également essayé d'acquérir ces actions le plus rapidement possible. Question. Et BSGR avait besoin que Pentler connaisse ce sujet? Réponse, je n'en sais rien. Je ne suis pas informé de cela. Question. Est-ce que ce n'était pas un projet de première classe Vous parlez de Zogata? Question. Quel Simandou.
à l'époque, était censé avoir une découverte intéressante. Si vous revenez aux rapports annuels de Rio Tinto, la première fois qu'on ait parlé de Simandou, c'était en 2007, je crois, dans le rapport annuel de 2007, où il parle d'un petit peu de dépenses en matière d'exploration qui devaient être faites dans cette région de Simandou. La seule fois où on ait compris que c'était vraiment un actif de premier ordre, c'est lorsque, dans leur défense par rapport à la reprise, qu'il a été dit que Rio Tinto ont dit qu'ils pensaient pouvoir ajouter entre 9 et 11 millions de tonnes de minerais de fer à leur inventaire à l'époque. Donc en 2008, lorsque cette acquisition a été faite, je ne pense pas que cette information ait été dans le domaine public. Savez-vous si Pentler avait une connaissance spécifique de Simandou? Réponse. Il y avait une connaissance dans le secteur quant à une information. Donc les spécialistes des mines, les foreurs, allaient à des conférences de géologues ou des conférences minières en disant oui, on a peut-être trouvé quelque chose, c'est peut-être la magnétite, l'hématite. C'était des échanges informels. Mais l'information selon laquelle on aurait des preuves que ce projet était valable n'aurait pas été disponible si facilement. Et ça n'aurait pas été compréhensible par un néophyte non plus. Vous ferez des trous, il faudrait réunir les données, les compiler et mettre ça sur une plateforme GIS pour avoir une véritable compréhension de ce dont on parlait. Donc il y a eu effectivement des échanges informels, mais les investisseurs n'auraient pas fait très attention à cela. Car on parlait de beaucoup de projets de la sorte, que ce soit Simandou, Sundance ou des projets de minerais de fer ou autres. On ne peut pas vraiment s'appuyer sur ce type d'échange informel. Question. Donc, BHGR avait accès à ces connaissances Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'en ai pas la moindre idée. S'il y a eu une fuite de la part de Rio Tinto sur cette connaissance. Étant donné mes connaissances de Rio Tinto et de ses pratiques, je serais très étonné que ce soit le cas. C'est le type d'information qui est très protégé pendant un processus exploratoire. Question. Pour en revenir à la relation entre Pentler et Mme Mamadi Touré, en tant qu'expert, si on prend pour hypothèse que ce que j'ai dit au sujet de Mme Touré est exact, est-ce que ceci pourrait vous inquiéter quant à ce que faisait Pentler? Réponse. Pourrez-vous répéter ce que vous alléguez hypothétiquement pour que je réponde hypothétiquement? Question. Est-ce que vous avez toujours la pièce R184 à l'onglet 14? Réponse. Vous faites référence à un document en français? Si vous prenez pour hypothèse que ces faits soient exacts, est-ce que cela vous inquiéterait quant à ce que faisait Pentler avec Mme Touré? Réponse. Si vous me demandez de commenter en tant qu'expert sur les pratiques de corruption, je ne peux pas vous aider. Je ne suis pas expert en matière de corruption. Je ne connais pas les législations, surtout celles qui ont été adoptées récemment, qui
en fait, met une plus grande responsabilité sur les entreprises ou les gens d'influence. Je ne peux pas vous aider par rapport à cette affaire ou ces parties que vous citez. Je vous prie de m'en excuser. Question. Mais vous êtes expert en partenaires locaux? Réponse non, je ne suis pas expert en partenaires locaux. Je crois être expert dans la compréhension de ce qui est nécessaire pour prendre un projet de la découverte jusqu'au développement ou l'exploitation, ce qui peut recouvrir le recours à des partenaires locaux, mais c'est aussi la compréhension des droits en géologie, la compréhension des marchés et les canaux de distribution. Donc non, je ne suis pas expert en partenaires locaux. Question. Et cette action par le biais duquel Pentle allait octroyer 5% dans BHCR Guinée à Madame Adi Touré, le 4e épouse du président, est-ce que c'était normal pour vous? You're asking. Vous me demandez de confirmer une relation entre les parties. Vous voulez que je vous confirme que Madame Touré était quelqu'un qui avait de l'influence? Mais je ne puis vous faire aucun commentaire à ce propos. Question. Anglais 14, s'il vous plaît.
C'est un accord de services et de coopération. Vous le voyez? C'est un des documents que vous avez étudié. Il s'agit du C331. Peut-être on devrait le montrer à M. Ferrara. Il faut lui donner, il ne se trouve pas dans le dossier. Le document a été signé plus tard. Quoi qu'il en soit. Aidez-nous à comprendre. Vous venez de décrire un certain nombre de services rendus par les partenaires locaux à la présidente. Donc, aidez-nous à identifier ces services dont vous venez de parler à la présidente dans ce document-là qui s'appelle Accord de services et de coopération. Où sont les services auxquels vous venez de faire allusion dans votre réponse à la présidente? Réponse. Dans cet accord, sous le paragraphe 3, on fait allusion aux services fournis. Question, mais aidez-moi. Pentler parle ici de flux d'affaires, activités minières. Qu'est-ce que c'est que ça comme service, tout cela? Réponse. Un partenaire local peut peut-être avoir des connaissances. Et pas uniquement à propos de votre objectif à vous, mais ils connaissent peut-être d'autres éventuelles ressources dans le pays. Eh bien, dans notre cas, pour un de nos projets, on était occupé à faire du travail d'exploration et on avait une clause semblable dans notre accord avec les partenaires locaux dans d'autres pays et ils connaissaient peut-être quelqu'un qui voulait vendre une licence de prospection d'or, donc ils nous présentent cette personne et ça c'est un service qu'ils rendent. Ce sont donc des personnes qui connaissent des occasions qui ont été découvertes par d'autres personnes et qui vous mettent en rapport avec ces personnes-là. Parce qu'il se peut, par exemple, qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de faire un travail d'exploration, qui tout d'un coup n'a plus d'argent pour continuer avec ce travail d'exploration qui est pourtant prometteur, et donc il y a une personne locale qui sait dans quelle situation se trouve cette personne qui fait le travail d'exploration, et il vous met en contact avec elle. Vous avez l'argent, cette personne n'en a plus. Cette personne veut continuer avec son travail d'exploration, donc voilà une occasion à exploiter. Par exemple, pouvez-vous regarder la clause 4, demande le professeur Van Berg.
Vandenberg. Considération. Les partis sont d'accord de donner une rémunération à l'autre parti pour leur coopération selon le besoin. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure? Réponse, rien du tout. Parce que si un partenaire a une action dans un projet dans lequel on est déjà engagé, eh bien, s'il y a une autre occasion qui se présente, le fait d'être introduit à cette deuxième occasion génère une négociation peut-être. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on donne? On donne peut-être tout simplement une commission parce qu'on vous a mis en rapport avec quelqu'un. Mais peut-être le partenaire local aussi aide dans la négociation. À ce moment-là, il aurait une rémunération supplémentaire. Question. Ce document est entré en vigueur le 15 octobre 2005. C'est exactement le même moment où les permis d'exploration sont octroyés. Après, vous voyez une lettre du 14 février 2006, juste après, le numéro 9. Est-ce que là, il s'agit de deux choses différentes en même temps? Ils fournissent des services de flux d'affaires, comme on vient de le voir. Mais il y avait d'autres services aussi, comme vous venez de le décrire? Réponse, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir? S'ils fournissent des services comme mentionné au paragraphe 3 et qu'en même temps, ils nous font des présentations, des introductions et ils sont rémunérés tels que décrits au paragraphe 4? Question. Non, mais ma question est à vous. Réponse, mais j'essaie de comprendre votre question. Ma question est la suivante. Il y avait deux types de services. Les services du paragraphe 3.1, flux de services, flux d'affaires, par exemple, flux d'affaires en matière d'activité de minière, secteur télécommunications, etc. Et les autres services, ce que vous appelez les services rendus par les partenaires locaux, mise en contact avec d'autres personnes. Réponse oui. Oui, en effet, il y a certains partenaires qui vous introduisent à des projets, d'autres qui ne font que quelques services spécifiques d'infrastructure et d'appui logistique. Dans ce cas-ci, je ne sais pas qui a introduit quoi à Pentler, au BGR, ni quels étaient les services rendus, mais à titre général, ce genre d'accord est signé. Vous voyez, les relations commencent bien avant. Et on a des relations avec beaucoup de personnes lorsqu'on entre pour la première fois dans un pays, et peut-être avec 2 ou 3 fournisseurs de services. Et au fur et à mesure que le temps passe, vous vous rendez compte que certains de ces fournisseurs de services ne sont plus utiles, vous n'en avez plus besoin. Et vous continuez de progresser. Et vous vous rendez compte, au fur et à mesure, qu'il y a un certain nombre de personnes dont vous n'avez plus du tout besoin, mais il y en a d'autres que vous voulez quand même engager de façon plus spécifique. Et donc, vous faites un document comme celui-ci, un accord de service et de coopération, pour fixer les relations avec cette personne-là. Mais tout cela est très mouvant. Il faut être sûr, peut-être, que l'accord qu'on a signé il y a quelques mois n'est plus valable. À ce moment-là, il faut passer à autre chose. Tout cela est extrêmement mouvant. C'est une industrie où tout bouge extrêmement rapidement. Les entrepreneurs, en général, se concentrent sur les deals. Ils veulent savoir si le projet qui les intéresse va avoir de la valeur ou non. Vous voulez avoir un chef de projet qui puisse justifier l'obtention du capital à d'autres pour pouvoir continuer avec ce processus. Tout ça, ça bouge extrêmement rapidement. Et les documents entre les parties sur le terrain
très souvent, sont écrits très rapidement par des avocats qui prennent un corps par-ci, un autre par-là, qui mettent ensemble et qui confectionnent un document en toute vitesse. Parfois, je dois dire, ce n'est vraiment pas très clair.
Mr. Ferreira, Monsieur Ferreira, une pause de 15 minutes. Pendant la pause, veuillez ne parler avec personne. Concernant votre témoignage, la meilleure façon de faire cela, c'est de ne parler avec personne. fine. Are we ready to continue, Mr. Ferreira? You're ready? Êtes-vous prêt à reprendre? D'ailleurs, le professeur Vandenberg qui nous a permis de gagner beaucoup de temps avec ces questions. Mr. Wolfson, any questions? La présidente, est-ce que vous avez des questions complémentaires, Monsieur Wolfson? Monsieur Wolfson, oui, une question que j'aborderai rapidement, si vous me le permettez. Monsieur Ferreira, je vous demanderai de bien vouloir vous reporter à la pièce jointe en annexe à votre rapport qui devrait apparaître après la page de signature. L'expert, il s'agit de la liste des pièces jointes. Monsieur Wilson, oui, c'est cela. Monsieur Wolfson, vous évoquez dans votre rapport la pièce jointe numéro 3, qui est un rapport d'études sur le terrain. Est-ce exact? Réponse, oui. Monsieur Wolfson, en fait, au dossier 3 et 4 sont inversés. Donc, le tribunal constatera que ce document, en fait, est la pièce 4. Il y a donc une inversion. Bon, cela étant dit, nous allons maintenant parler du document de rapport d'études sur le terrain. Et on l'avait montré à l'écran tout à l'heure et vous vouliez le commenter. Je voudrais vous donner la possibilité de faire le commentaire que vous apprêtiez à faire. Réponse. Est-ce qu'on peut évoquer ce rapport et le deuxième également? Dans la liste de pièces jointes, c'est le numéro 5. La raison. Est-ce qu'on peut parler du deuxième rapport en premier? Yes, that's correct. Would you like to tell the tribunal whatever?
Monsieur Wilson, vous vouliez commenter ceci à l'intention du tribunal? L'expert, oui. La raison plus formelle pour laquelle la plateforme de forage passait de la concession du Nord, où des travaux de forage étaient prévus initialement, suite à une étude aéromagnétique qui a été faite pour identifier des cibles de forage. Le géologue ici décrit une découverte qui n'a rien de remarquable, qui est située au nord, et il s'agit de magnétite, donc ça c'est l'aspect moins intéressant de la famille des gisements de minerais de fer. Continuez un peu plus bas. Voilà, nous y sommes. La résolution n'est pas très bonne. Ce que je cherche à montrer ici, c'est le massif. Le paysage est assez plat et ensuite il y a une chaîne de montagnes du bas à gauche vers la droite. Et vous voyez cette ligne rouge qui remonte à travers le milieu, qui passe à côté d'un marqueur jaune. Et la ligne rouge suit le long de la crête. Et on voit 3 autres marqueurs jaunes. Monsieur Wilson, nous avons un laser, si vous le souhaitez. Si nous pouvons mettre la main dessus. Monsieur Wilson, je pense que ce serait utile pour le témoin et pour les membres du tribunal. La présidente, je crois que jusqu'à présent, nous avons pu tout à fait comprendre l'explication avec la ligne rouge et les 5 marqueurs jaunes. L'expert, donc ce rapport se réfère aux travaux qui ont été faits dans la partie nord. Des forages ont été effectués. Ça correspondait à des forages dans la vallée et non pas sur la crête. Donc au départ, on ne pensait pas que le travail aéromagnétique allait aboutir. Pourquoi aller faire du forage là-haut, je ne sais pas. Mais la signature aéromagnétique, en partant de la gauche vers la droite, couvrirait une distance d'environ 4 km. Pardon, je me reprends, 8 km de long. Donc, c'est ce qu'on appelle les montagnes de fer. Donc, la population locale dit ça, c'est la montagne de fer. Pourquoi? Parce qu'elle est rouge et on y a découvert du minerai de fer. Et j'imagine que les blocs 1K de Simandou ressembleraient plus ou moins à cela, tout comme dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest où il y a des gisements assez importants. Et ce sont ce que les géologues appellent quelque chose qui est contrôlé structurellement. Les gisements sont bien définis, sont continus, sont homogènes, toujours en termes relatifs, parce qu'il y a quand même des cassures. Ceci est très différent de la situation avec les gisements d'or. Vous avez des ruptures importantes entre les gisements. Ici, quand on tombe sur un gisement, on le sait. Et on utilise 2 techniques essentiellement. La première est l'étude électromagnétique. Et on peut faire une analogie avec des rayons X. Si vous faites des rayons X, cela fait apparaître l'os. Ici, dans ce cas présent, c'est ce qui est magnétique, à savoir la magnétite. C'est la partie du minerai de fer qui n'est pas intéressante. C'est très très coûteux à partir de la magnétite d'obtenir du fer, parce qu'il faut faire du broyage, etc. Ce que l'on recherche, ce serait la chair autour de l'os. Alors la magnétite, au cours de millions d'années, s'oxydise et se transforme en hématite. Magnétite est grise, l'hématite est rouge ou de couleur rouille. Une fois qu'on a découvert, si vous voulez, la matière osseuse,
et on peut le voir grâce à cette étude aéromagnétique aérienne. Et la base de données et de vallées, toutes ces informations structurelles existent. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, on voit cette structure osseuse. Au nord, on n'a pas vu la chair qui entoure cette structure osseuse. Au sud, Ian Brisson, en février 2008, et ce sera le rapport suivant que je vais vous montrer, il tombe là-dessus et il n'en croit pas ses yeux. Dans les alentours, il y a de la terre en surface, mais lorsque la surface est visible, la surface de la roche, c'est ce qu'on appelle l'affleurement, on peut la voir et de toute évidence, il s'agit de magnétite. La ligne rouge correspond à une visite qui a été faite ultérieurement par Ian Bryson et son chef, M. Greenaway. Ils ont fait une visite complémentaire. Ils sont allés en haut de la crête et ils ont parcouru la crête. Et Ian le décrit dans le deuxième rapport, où il donne la raison pour laquelle on décide de déplacer les plateformes de forage. Il remarque qu'il y a de l'hématite tout le long de la crête. Je ne suis pas géologue moi-même, mais un géologue, quand il voit ça, son rythme cardiaque s'emballe. Et je crois que le deuxième rapport, qui est en date de mars 2008, donc c'était lors d'une deuxième visite, eh bien, dans le rapport officiel, on ne parle pas de l'ampleur prévisionnelle. Et sans doute était sa distribution plus large. Mais ce qu'il y a de vraiment tout à fait enthousiasmant, c'est les notes prises sur le terrain par le géologue. Et ça, c'était en février 2008. Voilà, on va s'arrêter là. C'est une représentation lithographique. Cela veut dire que les différents types de roches sont représentés par des couleurs différentes. Vous voyez qu'il y a une distance latérale de 4,8 km. C'est ce qui a été relevé. On fait donc ce relevé cartographique pour essayer de voir où sont les parties intéressantes, que ce soit sous forme d'affleurement, on voit les choses. Dans certains cas, on creuse une tranchée pour essayer de trouver la roche, pour trouver les filons intéressants. Et dès février 2008, ils avaient donc réalisé ce repérage cartographique sur une longueur de 4,8 km. Et ici, vous voyez une superposition de l'anomalie magnétique. C'est la ligne en blanc qui apparaît la structure osseuse, entre guillemets, et en rouge, c'est les filons de magnétite. Alors cela commence à devenir vraiment intéressant. Maintenant, vous avez une restitution qui est obtenue en utilisant des filtres sur les données aéromagnétiques. Et on essaye de faire apparaître ce qui n'est pas magnétique. Ce qui n'est pas magnétique, c'est en violet. Et pourquoi est-ce que ça c'est intéressant? Parce que l'hématite est non magnétique. Donc, il semble qu'ici, il y ait des filons très très intéressants qui sont attachés à la structure de magnétite. Et ici, c'est là qu'on arrive vraiment à ce qui est le plus intéressant. La cartographie apparaît une largeur maximale de l'affleurement cartographié, donc la largeur maximale, qui est en fait une diagonale du bas à la gauche vers le haut à droite, est de 3,7 km avec une distance minimale de 2 km. Alors, au minimum, 2 km de filons vraiment intéressants. La différence d'altitude entre la zone basse et le sommet de la montagne
la montagne donc, qui comporte de l'hématite est de 400 mètres. Donc l'érosion agit depuis des millions d'années dans cette zone. Donc la partie qui est compétente doit avoir une teneur en fer et on a donc 400 mètres de hauteur. Donc si on retient les hypothèses suivantes, et pour le géologue c'est vraiment dangereux parce qu'il n'a pas encore foré, rien n'a été confirmé, et le géologue est prudent sur le plan technique. Alors supposez que la profondeur moyenne est de 100 mètres. On sait que c'est 400 mètres du bas jusqu'en haut. Et lui, son hypothèse, c'est 100 mètres. Et il suppose que la largeur est de 1000 mètres. Et si on prend la première phrase, on sait qu'au minimum, on avait 2 km, 2000 mètres. Donc, il prend 25% de la profondeur, la moitié de la largeur minimale qui a été identifiée, et pour la longueur, 3750 mètres. Il dit que le potentiel est de 1,1 milliard de tonnes de minerais. Et là encore, c'est extrêmement prudent dans cette estimation, et il arrive à ce total de 1,1 milliard de tonnes. Pour être parfaitement prudent, il dit que des forages sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse, en disant que ce sont des hypothèses qui sont assez approximatives. Et il ajoute, bien sûr, il y a un potentiel le long des 4 km restants de cette distance latérale, c'est-à-dire la structure osseuse qui a été identifiée avec l'étude aérienne. Et encore, si vous voulez dire, il diminue de moitié. Donc c'est un petit pêcheur qui a attrapé la baleine. C'est un moment de révélation absolue, c'est Eureka. En même temps, les négociations sur le cours du minerai de fer par voie de contrat venaient d'augmenter de 17%. Et ça, c'était suite à 2 années précédentes. Si je ne m'abuse, on avait une augmentation de 35 et 45% d'augmentation du cours du minerai de fer. Donc, c'est la flambée des prix et on tombe sur ce gisement qui est absolument inouï. On ne pouvait pas supposer que le géologue savait à l'avance qu'il allait tomber là-dessus. Même s'il y avait une cinquantaine d'années, une centaine d'années, on savait déjà que c'était la soi-disant montagne de fer. Parce que si le géologue s'était aventuré vers le nord et avait commencé à forer là, pourquoi? Parce que c'était plus accessible et la signature aéromagnétique montrait que là, il y avait du fer. C'est-à-dire que tout ça doit converger et coïncider. S'il s'agissait d'un gisement d'or, ce serait moins intéressant. Pourquoi? Parce que l'or ne se présente pas sous une forme continue dans sa structure géologique, mais le minerai de fer, tout comme la bauxite, comme certains gisements de houille, sont plus continus. C'est-à-dire, lorsqu'on tombe sur quelque chose, on sait que le gisement est continu. Dans certains cas, il y a des cassures, mais c'est pour ça que ce géologue se trouve d'une partie tenu par son éducation technique, c'est-à-dire de ne pas être trop optimiste et de confirmer trop rapidement, et d'un autre côté, être complètement emporté par son enthousiasme parce qu'il se rend compte qu'il est tombé sur quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc, revenu de cette mission, et s'il était venu me rendre compte à moi, j'aurais su qu'on était face à un projet absolument phénoménal, qui aurait eu le potentiel d'être à lui seul complètement viable et justifier la construction de l'infrastructure et de la ligne ferroviaire. Donc, partant de cela, 1,1 million de tonnes, et comme nous le voyons au slide suivant, où il est dit que d'autres caractéristiques intéressantes sont le gisement Kanga,
un produit de qualité encore supérieure à l'hématite. Les éléments d'hématite qui ont été testés ont une teneur en fer de 63,7%, c'est-à-dire c'est le minerai de fer de la plus haute qualité qui soit. Le minerai de fer, ce n'est pas du tout comme les métaux précieux ou les métaux de base que l'on peut raffiner pour obtenir un produit de bonne qualité, quel que soit le produit dans le sol. Le minerai de fer, c'est ce que la nature vous offre. Donc là, vous avez une teneur à 63,7%. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'éléments contaminants, c'est-à-dire le phosphore, la silice et la lumine. Donc, tout de suite, on serait posé deux questions. Comme produit industriel, c'est un produit qui est très facile à vendre, à écouler sur le marché. A priori, cela se vendra à un prix nettement supérieur au prix de référence. Parce que qu'est-ce qui existe à part cela? C'est le minerai de fer australien qui est d'une qualité inférieure avec plus d'éléments contaminants. Le seul autre pays au monde où on voit des produits d'une telle qualité, c'est le Brésil. C'est dire que ce produit a une certaine qualité et en plus il y a la taille du gisement. Alors pour ce qui est de la valeur dont il est question, c'est le tonnage, le rendement qu'on peut obtenir à la tonne. La quantité est énorme, c'est 1,1 milliard de tonnes, ce qui justifie un projet. Vous avez un projet de bonne qualité, donc vous savez que le rendement à la tonne est très élevé. Et troisièmement, il y a l'emplacement. On savait que Rio Tinto avait déjà consacré beaucoup de temps à cela et était déjà là depuis longtemps. Donc, on sait que l'emplacement est bon. Pourquoi? Parce que géologiquement, on fait partie d'une espèce de ceinture extrêmement riche qui traverse toute cette région. Et la Guinée a la très grande chance d'avoir un potentiel minéral absolument énorme. Non seulement le minerai de fer, mais également la bauxite. Donc, l'emplacement global est très bon, la taille du gisement est énorme, et la qualité, surtout si on la compare à des découvertes récentes, est inégalée. Donc, moi, personnellement, qu'aurais-je fait? J'aurais soit demandé à mon partenaire d'investir le maximum possible et de faire le forage le plus rapidement possible. Et vous allez voir d'ailleurs dans le rapport suivant, lorsqu'il est question de déplacer les plateformes de forage du nord au sud, et le coût du forage, c'est 34 000, des 3400 mètres, cela aura nécessité un budget d'environ 6 millions de dollars pour faire les premiers forages. Donc, vous voulez que le partenaire investisse les 6 millions et vous accompagne. Et si on partait du principe que le partenaire ne peut faire, à ce moment-là, on serait prêt à racheter leur part. Pourquoi? Parce que l'opportunité est absolument fantastique et il y a un potentiel de gain énorme. Monsieur Hofson, je n'ai pas d'autres questions pour Monsieur Ferreira, Madame le Président. Le Président? La Présidente, merci de cette présentation très intéressante. Ça nous donne une véritable impression de ce que ce projet aurait pu être. Je me tourne vers mes collègues. Voyons si nous avons des questions. Donc, nous avons abordé la question des rapports de mission sur le terrain. C'est une question pour M. Wolfson. Est-il vrai que nous n'avons pas versé au dossier un contrat de service autre que la pièce C331 qui, je crois, traite d'autres opportunités? Ça, c'est un document. Et puis, nous avons également R82, un accord dans le cadre de ce projet, mais nous n'avons pas d'autres contrats de service
Dans le cadre de ce projet, Monsieur Wilson, je crois que vous avez raison, si je ne m'abuse, mais si ce n'est pas le cas, on vous le dira lundi matin. La présidente, merci. Tenez-nous au courant. Et aussi que ce sont les deux documents pertinents. Qui concerne les services. Merci. La présidente, on vous a posé des questions sur le document 183 ou 184 ou 24. Je n'ai pas d'autres questions pour vous, Monsieur Ferra. Je vous remercie de votre aide. L'expert, puis-je partir? La présidente, oui. La présidente, je pense que nous avons presque terminé. Souhaitez-vous ajouter quoi que ce soit? Monsieur Wolfson, deux choses très rapidement. Le tribunal sait qu'il y a un autre rapport d'expert et son témoignage oral n'était pas nécessaire. Mais j'aimerais vous dire uniquement à titre personnel que je ne serai pas avec vous la semaine prochaine. J'espère que vous comprendrez que ce n'est pas du tout discourtois de ma part. J'ai d'autres obligations professionnelles et ce n'est pas un manque de courtoisie envers mes collègues non plus, mais je voulais être tout à fait clair que le fait que je ne serai pas là la semaine prochaine n'avait rien de discourtois et je vous remercie d'avance. La présidente, votre absence sera regrettée. Nous vous remercions de votre coopération de cette semaine. Desfondres aimerait ajouter avant de clore pour la journée? Non, merci Madame la Présidente. Parfait. Alors je vous remercie tous pour votre coopération tout au long de cette semaine. Nous allons donc clore maintenant pour nous retrouver lundi matin à 9h30. J'espère que d'ici là, vous aurez pu vous entendre sur un programme de la semaine, incluant l'audition de Monsieur Avidan. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end, pas un week-end sans travail, mais quand même avec un peu de repos, j'espère. Thank you. Merci beaucoup.